D'une part, ça va vous aider à mémoriser les caractères et d'une autre, ça va vous permettre de mettre en application tous les points de grammaire que vous voyez. Et n'ayez pas peur de faire des fautes, hein. Il faut faire des fautes. Ce n'est qu'en faisant des erreurs qu'on va peut-être mémoriser plus facilement la bonne correction. Donc essayez d'écrire au maximum un peu tous les jours, à la main et par clavier, même si c'est juste une phrase, hein. Le principal, c'est que vous utilisez le chinois écrit un peu tous les jours. Vous pouvez par exemple faire des stories en chinois ou des publications en chinois sur vos réseaux sociaux, puis de les mettre à l'écrit sur un carnet. Et lorsque vous aurez la correction exacte, s'il y a erreur, hein, vous pourrez l'écrire en dessous de ce carnet. Le chinois écrit est très complexe parce qu'il contient plus de 30 000 caractères différents. Mais je vous rassure, seuls 5000 est utilisé de façon quotidienne. Et après, c'est des combinaisons avec ces différents caractères qui créent des mots, bien qu'un caractère seul peut être un mot. Le piège, c'est que vous pouvez facilement mémoriser un caractère visuellement. Vous pouvez le reconnaître en le regardant. Mais ça ne va pas être le cas pour l'écrire. Si vous n'avez jamais écrit auparavant ce caractère-là, si vous ne l'avez jamais appris, il sera quasiment impossible de savoir le mettre sur papier. Je m'explique, les caractères chinois ne se tracent pas comme on veut. Il y a des règles à respecter. D'ailleurs, ces règles aident le cerveau pour mémoriser le caractère. C'est la mémoire de la main ou la mémoire de l'écriture. Il est donc nécessaire de faire des lignes d'écriture. Il y a tout le monde qui y passe et il n'y a pas d'autre méthode, c'est la méthode du par cœur. C'est la même méthode que les Chinois emploient à l'école. Donc, on n'a pas trop le choix, hein. Alors, il y a recopier et recopier. Moi, je trouve inutile de recopier des listes entières de vocabulaire, des listes à rallonge comme ça, alors que je sais pertinemment que je n'utiliserai pas les 3/3. Faites-vous déjà une liste avec des mots que vous êtes susceptible d'utiliser, des mots dont vous avez besoin. On est bien d'accord, hein, qu'on n'utilise pas le mot polystyrène tous les jours. Et ce mot, il était dans mon manuel scolaire en France. Et c'est à cause d'une liste de vocabulaire de merde comme ça que ça m'a plombé une année d'université. Alors peut-être que ce conseil va être difficile à suivre pour ceux qui apprennent le chinois dans un établissement, parce que vous êtes dans l'obligation d'apprendre toutes les listes de vocabulaire que les profs vous donnent. Comment faire? Apprenez-les par cœur comme on vous le demande et vous aurez de bonnes notes. Votre cerveau va les mémoriser juste le temps de l'examen et après il va tout oublier. Il va juste se souvenir des mots qui vous seront utiles, qui lui seront utiles. Donc apprendre toute cette liste de vocabulaire, mais vous pouvez également faire votre propre liste de vocabulaire chez vous. Voilà, vous choisissez les mots qui vous conviennent et vous verrez bien, le cerveau sera peut-être plus apte à mémoriser votre liste de vocabulaire. Recopiez votre vocabulaire tout en le prononçant et en écrivant le pinyin avec les tons à côté. Ensuite, faites des phrases avec, mais attention, ne faites pas juste une phrase d'exemple, faites-en plusieurs. Et ensuite, vous les montrez à votre prof ou à vos amis chinois. Et s'il y a erreur, ne leur demandez pas de vous corriger directement. Prenez d'abord le temps de relire la phrase, d'essayer de trouver l'erreur et d'essayer de corriger vous-même avant de redonner la phrase à votre prof ou vos amis chinois. Alors attention, hein, un caractère chinois prend beaucoup de temps à mémoriser, hein, à l'écrit, mais s'oublie très rapidement. C'est le même cas pour tout le monde, hein. Même les Chinois qui utilisent maintenant leur smartphone de manière quotidienne, ils oublient de plus en plus comment s'écrit tel ou tel caractère. C'est donc pour ça qu'il faut écrire à la main le plus souvent possible. L'écriture dite simplifiée est tout bonnement la forme d'écriture simplifiée des caractères originaux qui ont connu des réformes durant le siècle dernier en Chine populaire. Cette forme d'écriture est donc maintenant officiellement utilisée en Chine populaire, mais aussi en Malaisie, à Singapour, et on dénombre seulement 2000 et quelques caractères qui ont été simplifiés. L'écriture dite traditionnelle, elle, est l'écriture qu'on va dire originale, qui était utilisée encore jusqu'au siècle dernier en Chine continentale. Ce sont des caractères plus complexes que les simplifiés, mais il est plus simple de comprendre l'étymologie d'un caractère traditionnel qu'un caractère simplifié. Et les caractères traditionnels sont encore utilisés à Hong Kong, à Taïwan, Macao, donc c'est à vous de voir et de choisir entre ces deux façons d'écriture en fonction
de la destination que vous allez privilégier à l'avenir. Mais je me permets d'un petit conseil, enfin petit mais important. Je vous conseille de reconnaître visuellement au moins les deux formes d'écriture, traditionnelle et simplifiée. Que vous ne sachiez pas écrire soit le traditionnel ou soit le simplifié, c'est pas grave, mais au moins que vous arrivez à les reconnaître, à les lire couramment. Comme ça va vous permettre de ne pas être bloqué, peu importe où vous êtes en fait. Et ça permettra de pouvoir communiquer avec des natifs, peu importe l'endroit. Désolée, j'ai pas trop de références à part peut-être les manuels du HSK que j'ai commencé à utiliser lorsque j'ai recommencé à... Enfin, quand j'ai recommencé à me mettre au chinois. Ils sont vraiment pas mal. Donc celui-là, c'est pour l'expression écrite parce que c'est mon point faible, la construction de phrases et ça. Et franchement, il est bien foutu. On arrive à avoir des résultats satisfaisants assez rapidement. Sinon, les livres, les manuels de l'université de Pékin sont vraiment pas mal aussi. C'est ce qu'on utilisait à la fac à Zhejiang University. En France, on avait un manuel taïwanais car il y avait deux éditions possibles, écriture traditionnelle et écriture simplifiée. Comment dire pour ce manuel? On avait commencé avec une ancienne édition avec plein de mots maintenant désuets qui faisaient rire tous les étudiants chinois lorsqu'on les employait. Après, il n'y a pas que les manuels, il y a aussi plein d'applications smartphones qui sont pas mal du tout. Moi, j'en utilise pas beaucoup, donc j'en ai pas là en tête. Mais je sais que They Call Me Stranger a fait un article sur son blog où elle partage un peu toutes les applications, les bonnes applications pour apprendre le chinois. Je vais vous mettre sur le lien en description. Ne vous contentez pas seulement d'étudier la langue, étudiez aussi l'histoire du pays. Parce que mine de rien, ça va vous aider à mémoriser certains mots de vocabulaire et ça va vous permettre de bien mieux comprendre le fonctionnement de la langue. Par exemple, il y a le mot wending en chinois qui peut être traduit en français par prétendre au trône, conspirer pour prendre le pouvoir. Ce mot peut paraître intriguant car si on prend le premier caractère wen qui veut dire demander et le second ting qui est un objet de la Chine ancienne, c'était un vase le plus souvent tripode muni de deux anses qui servait pour les offrandes et les sacrifices et qui a été également le symbole d'un État. Et il est difficile de comprendre pourquoi la combinaison de ces deux caractères fait référence à une conspiration pour prendre le trône. Et bien ce mot vient tout simplement d'un fait historique qui s'est passé en 606 avant Jésus-Christ. Et c'est pareil pour les fameux Chengyu. Si vous regardez chaque caractère qui compose une expression, vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous dire mais pourquoi tel caractère va avec tel caractère? Ça n'a aucun sens. Pour comprendre, il faut connaître l'histoire qui va derrière. Et puis l'histoire, c'est tellement intéressant. Comment on pourrait passer à côté? Alors ce point-là n'est pas pour les débutants, il est plutôt pour des gens qui apprennent le chinois depuis quelque temps déjà. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai été dégoûtée de la littérature lors du lycée et de l'université. J'ai horreur qu'on m'ordonne quoi lire et quoi faire, quoi apprendre. Parlons pas du lycée, prenons la fac. On savait à peine se présenter en chinois qu'on nous demandait de traduire des anciens textes, d'apprendre par cœur les paroles de Confucius. Moi, tout ça, ça me faisait peur, ça me dépassait. C'était pas du tout de mon niveau. Du coup, moi, j'avais mis tout ça dans le même panier, philosophie, littérature, forme de pensée, études. Tout ça, c'était égal à source d'ennui infini qui ne m'intéresse pas pour le moment et qui n'est pas de mon niveau. Je ne pouvais plus ouvrir aucun livre jusqu'il y a 3 ans maintenant. Pourtant, j'adorais lire quand j'étais petite. Mais que voulez-vous, j'ai été dégoûtée. Et puis, je pense que je ne suis pas la seule. Mémine m'a convaincue de lire un livre, un roman en chinois. Mon premier roman en chinois. Et depuis lors, je suis tombée dedans, quoi, en fait. Et j'ai pas arrêté d'enchaîner les romans. Et là, j'arrête pas, quoi. Alors, je comprends qu'un tel travail puisse faire peur. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de rien comprendre, on a peur de ne jamais pouvoir terminer le livre. Et puis, on a peur que ça nous démotive aussi. Donc, je vous propose quelques conseils pour bien démarrer une lecture en chinois. Ça a marché avec moi,
J'espère que ça pourra marcher avec vous. Alors, premier point, pour une première lecture d'un livre en langue chinoise, je vous conseille un roman d'un auteur contemporain chinois. Deuxième point, un roman dont vous connaissez déjà l'histoire. Ça peut être un roman qui a été adapté en film ou en drama et que vous avez vu ces adaptations-là. C'est pas ce qui manque, hein. La plupart des dramas sont des adaptations de romans. Troisième point, choisissez un roman dont l'histoire et le genre vous plaît, mais qui ne soit pas trop dur pour vous. Quatrième point, une fois que le livre sera choisi, lancez-vous dans la lecture, faites-le à votre rythme, hein. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais vous y arriverez, croyez-moi. Cinquième point, munissez-vous d'un crayon à papier et d'un dictionnaire, un bon dictionnaire, hein. Et comme ça, vous pouvez prendre des notes pendant votre lecture. Vous notez les phrases qui vous plaisent, les phrases qui vous ont fait rire, voilà, les expressions que vous voulez réutiliser. Sixième point, si le roman que vous avez choisi est déjà disponible dans votre langue, jouez le jeu quand même. Lisez sans regarder la traduction. Vous pouvez lire la traduction, l'œuvre traduite, soit avant ou soit après votre lecture. Septième point, ne pas hésiter à lire à haute voix et de vous enregistrer et de vous réécouter après. Je ne vous mens pas qu'au départ, vous aurez le nez scotché dans votre dictionnaire, hein, mais c'est normal, parce qu'il va y avoir plein de vocabulaire qui va être nouveau pour vous. Les pages de votre livre seront remplies de notes, de graffitis, de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ça, c'est tout à fait normal. J'ai pas retrouvé mon tout premier roman parce que on a déménagé, il doit être encore dans un des cartons, je ne l'ai pas retrouvé. Mais j'ai retrouvé mon deuxième roman que j'ai lu en langue chinoise. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de graffitis de partout dans le roman, hein. Voilà, il y a des notes de partout, de vocabulaire. Voilà. C'est normal, c'est normal. Ça, c'était mon deuxième roman en langue chinoise. Et maintenant, le roman que je suis en train de lire là, il est immaculé. Il n'y a aucune note dedans. Donc vous voyez, c'est possible. Et bien que durant mes premiers romans, voilà, j'arrêtais pas de chercher tel ou tel vocabulaire dans le dictionnaire ou d'harceler Mine pour qu'ils viennent me traduire telle ou telle phrase parce que je ne comprenais pas. Je n'ai pas ressenti la lecture comme contraignante parce que j'étais déjà dans l'histoire. J'étais plongée, j'étais à fond dedans. Au début, je me disais, je vais essayer de me fixer un objectif, une page par jour. Et ben, une page par jour, je commençais ma lecture, je pouvais lire 10 pages d'affilée comme ça, sans m'en rendre compte, hein. Donc voilà, prenez un roman que vous voulez lire et un roman qui vous plaît, à vous, que vous avez choisi. Alors il se peut que vous ne savez pas quoi choisir. Ouais, Morgane, c'est bien beau, mais on ne connaît pas un peu les romans chinois ou quoi. C'est pour ça que j'ai l'intention de créer une nouvelle série de vidéos. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques années déjà, depuis que j'ai commencé à lire les romans en fait. Donc voilà, je compte faire une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vous présente tous les livres que j'ai lus. Il y aura aussi une partie lecture. Je vais vous lire un passage, comme ça vous pouvez vous rendre compte du niveau qu'il faut pour lire cet ouvrage. Et bien sûr, si vous sentez que c'est pas de votre niveau, c'est pas grave, hein. Vous attendez quelques temps, le temps de parfaire votre chinois pour vous lancer dans la lecture. De toute façon, les livres que j'ai lus, hein, surtout les premiers que j'ai lus, c'est pas des romans super difficiles, hein. C'est des romans tout simples. C'est ça qui m'a aidée. Parce que si on m'avait obligé de lire, je sais pas moi, Confucius ou un vieux livre ou un truc super bien littéraire, ça m'aurait saoulé, hein, franchement. Alors, où pouvoir trouver des livres en langue chinoise? Il me semble qu'il y a une boutique spécialisée sur Paris qui propose des livres en version chinoise. Je ne suis pas certaine par contre qu'elle vous proposera les romans que je vais vous présenter. Mais vous pouvez quand même essayer, on ne sait jamais. Sinon, il vous reste Internet, les sites d'achat en ligne. Sinon, troisième option, vos amis chinois. Vous pouvez leur demander de vous aider à trouver une version numérique de l'œuvre ou de vous ramener l'œuvre papier en guise de cadeau lors de leur retour en France après un séjour en Chine par exemple. Ça fait un joli cadeau. Et là, maintenant, on va passer au dernier point de cette vidéo.
Dernier point qui est extrêmement important aussi, c'est rester modeste et ouvert à toutes les remarques quand vous apprenez le chinois. Extrêmement important. Je pense que ces deux points vont extrêmement bien ensemble. Quand on se lance dans un apprentissage d'une langue étrangère, il ne faut pas se mettre sur un piédestal, il ne faut pas regarder les autres de haut. Non, 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 on est tous des apprenants, hein, on est tous dans le même panier. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont avoir plus de facilité que d'autres, mais il n'y a pas à se sentir supérieur à un autre. Je dis ça parce que je connais des gens comme ça et ça me saoule. Il y a des gens qui se moquent du niveau des autres ou quoi. Par contre, j'ai un grand respect pour les apprenants qui en veulent, quoi, hein. Ils font des publications en chinois, même si c'est rempli d'erreurs et tout ça, mais qui restent humbles. Voilà, ils sont là pour apprendre, ils ne sont pas là pour regarder l'autre, t'as vu. Personne n'est parfait. Ce qui fait la différence, c'est la modestie et l'ouverture d'esprit de chacun. Moi, j'ai vu des gens qui se la pètent à un point où ils se foutent de la gueule directement des natifs. C'était sur Facebook que j'avais vu ça. Quelqu'un avait écrit quelque chose, qui avait fait une publication en chinois, c'était rempli d'erreurs. Et il y a un natif qui avait pris la peine, enfin, qui avait pris son temps, voilà, pour lui dire, en plus il était sympa, il a juste pointé l'erreur la plus flagrante de la publication. Et il lui a dit gentiment, on n'utilise pas ce mot-là, c'est ce mot-là. Et la personne de la publication lui avait répondu sèchement, enfin sèchement, non pas sèchement, mais elle avait répondu d'un ton moqueur. Elle était du genre ah ouais, t'es trop fort, toi, dis-moi quoi. Moi, j'avais halluciné quand j'avais vu ça et j'avais montré aussi ce truc-là, cette publication-là à Mine, et il avait halluciné aussi. Il a dit mais on répond pas comme ça aux gens, surtout que le mec, il est bien sympa et il a pris son temps et il a dit gentiment et tout ça et il se fait rembarrer comme ça. Il n'y a pas de quoi prendre mal le fait qu'un natif vous corrige. C'est que du bénéfice, je trouve. Parce que les corrections qu'un de vos amis, qu'un natif va vous expliquer, va vous corriger, va rester plus facilement en mémoire que si c'était une vulgaire correction en classe faite par un prof. Ça aura plus d'impact pour vous. Après, ce n'est pas parce que vous apprenez le chinois que vous devez vous la péter, parce que c'est une langue super difficile ou quoi, hein. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde a les capacités de l'apprendre aussi. Moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est que ceux qui se la pètent sont généralement, pas généralement, mais tout le temps en fait. Je dis ça pour que vous compreniez mieux, mais c'est toujours des gens qui ont un accent étranger super prononcé, qui prononcent mal les tons, qui font plein de fautes dans leur construction de phrases, voilà, et ils se pensent eux-mêmes que c'est des big boss de la langue chinoise. Mais ces gens-là, ils peuvent avoir un niveau mauvais. S'ils n'embêtent pas les autres et qu'ils ne se la pètent pas, ça va. Mais ces gens-là ont tendance à se moquer des autres. Et ça, c'est très rabaissant. Il faut éviter ce genre de personnes. Au contraire, j'ai vu des étrangers avec un niveau excellent en chinois. Et ces étrangers-là, ils restent modestes, ils ne se la pètent pas du tout. C'est beau, quoi. Ils sont dans l'optique qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Donc ils restent super humbles alors qu'ils ont un niveau de fou. Je pense notamment au créateur du vidéo japonais Ami-kun. Lui, ça fait 18 ans qu'il apprend le chinois, hein, et il est bilingue. Hein. Tous les Chinois pensent qu'il est chinois, hein, ils le prennent pour l'un des leurs à chaque fois. Et lui, il a dit une fois, ça fait 18 ans que j'apprends le chinois, mais je trouve ça toujours aussi difficile. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui, il me semble. Hein. Peut-être que j'ai oublié quelques points, mais là, il n'y a rien qui me vient encore en tête. Donc, la vidéo va s'arrêter ici. Donc, c'était pas une vidéo pour dire « écoutez mes conseils, moi je fais ça, c'est super bien ». Non, je le répète, hein, je ne suis pas pro, j'ai encore beaucoup de lacunes en chinois. Le chinois oral, pour moi, faire des phrases en chinois est extrêmement dur encore. Donc, franchement, je ne suis pas donneuse de leçons, je vous apporte juste mon expérience, ce qui marche avec moi, ce qui n'a pas marché avec moi. J'espère juste pouvoir vous donner des idées, de pouvoir vous aider. Et le plus important, donc, c'est de rester modeste, d'avoir de super bonnes bases et apprenez à votre rythme. Voilà. Je vais vous laisser. Peut-être qu'on va se revoir prochainement dans une vidéo où je vais vous présenter un
roman, ouais. Ça va être la première vidéo de cette série-là. J'espère que vous allez aimer cette série parce que ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Allez, bye bye!